Oui, donc bonjour. Je vais vous présenter un projet national de l'IREX qui s'appelait EMACOP. Donc c'est un projet qui est déjà ancien, parce qu'il a démarré il y a presque 10 ans. Et on a mis un peu de temps pour terminer le projet, sortir un guide, le guide EMACOP. Et actuellement, je vais vous montrer, il commence à y avoir des projets en lien avec le projet de l'IREX. Alors, peut-être en introduction, oui, il faudrait peut-être que je rappelle que c'est un projet qui a été donc piloté par le CEREMA, mais avec des partenaires principaux. Au niveau des écoles, c'était l'Université du Havre et l'école centrale de Nantes. Et au niveau des bureaux d'études, Artelia et ISL. ISL qui fait beaucoup d'études de coûts. Donc au niveau du plan, je vais présenter un peu le sujet, ensuite les enjeux, les questions de caractérisation du site, l'évaluation des différentes solutions, l'analyse économique qui avait été réalisée par ISL, et puis les conclusions et les futurs projets. Alors, en introduction, donc il faut parler des systèmes houlomoteurs Boracay. Alors, qu'appelle-t-on les systèmes houlomoteurs Boracay? On distingue en fait trois zones pour les systèmes houlomoteurs. Il y a le offshore, hein, c'est plus facile en anglais, le offshore. Le nearshore, c'est jusqu'à 10 mètres, 10 mètres de profondeur, donc en côtier. Et le onshore en anglais, donc ce qu'on appelle le Boracay. Donc c'est un système de récupération de l'énergie des vagues qui est quasiment lié à l'ouvrage, à la digue. Alors dans la littérature, les spécialistes présentent les systèmes sous la forme de 4 familles. Les systèmes à franchissement, qui sont des gros systèmes de génie civil. Et donc on récupère l'énergie des vagues par gravité à l'aide de turbines à eau. Alors, ce sont des systèmes qu'on ne voit pas trop actuellement réalisés dans les démonstrateurs. Mais ça peut être intéressant, par exemple, pour des problèmes paysagers, des questions paysagères. On préfère avoir une digue basse. Et donc, le fait de récupérer par franchissement, ça permet peut-être de régler des questions paysagères, par exemple. Ensuite, un autre système qui est sans doute le plus ancien, c'est les colonnes d'eau oscillantes. Donc, ce sont des digues de type caisson. Et donc, le mouvement de la surface libre fait bouger l'air, on va dire, à l'intérieur du caisson. Et on récupère l'énergie à travers une turbine à air, cette fois-ci. Donc, ce qui a un avantage en termes de maintenance, les turbines à air ayant moins de problèmes de vieillissement. Alors, le troisième système, j'en parlerai, c'est celui qui a le meilleur rendement. C'est ce qu'on appelle des batteurs inversés. Donc, on a des batteurs dans les canots à houle. Et là, c'est l'inverse de nos batteurs dans les canots à houle. Lui, il vient récupérer l'énergie des vagues. Donc, il récupère plutôt une énergie cinétique. Et donc, il a un très bon rendement. Et puis, le dernier système, c'est sans doute le plus répandu. C'est le système des flotteurs. C'est aussi le plus économique, je vous montrerai, parce que les coûts de mise en place sont faibles. Et, donc il récupère l'énergie, cette fois-ci l'énergie potentielle. Donc c'est le mouvement de la surface libre. Alors les enjeux et l'intérêt des dispositifs, bon, avant tout c'est un enjeu de production électrique avec certaines particularités des techniques des systèmes houlomoteurs Boracay. Bon, c'est qu'elles sont très liées à la digue. Et donc il y a à la fois un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est que l'on est sur des petites profondeurs et donc l'énergie est plus faible. Et un avantage, c'est celui d'avoir une réflexion de la houle sur la digue, ce qui augmente la hauteur de houle par 2 du fait de la réflexion, et donc la puissance par 4, parce que la puissance étant le carré de la hauteur de la houle. Donc vous voyez par exemple avec cette carte les puissances alors qui sont estimées en kilowatts par mètre.
les puissances des vagues. Donc on a très souvent, on peut atteindre 40 kW par mètre au large, avec la France qui est un pays avec pas mal finalement de potentiel houlomoteur, un peu comme l'Irlande et l'Écosse par exemple. Donc beaucoup plus que des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, qui sont très, très connus dans le domaine côtier, mais donc ils développent des systèmes et qui chez eux n'ont pas beaucoup de ressources. Mais on voit aussi que lorsqu'on va vers les côtes, quand même, la puissance se réduit. Et donc là où on a 40 watts, 40 kW par mètre au large, on aura quelque chose entre 2 et 10 kW par mètre sur les côtes. Donc la production électrique, bon, c'est aussi en lien avec la consommation. Donc il faut savoir que donc, l'énergie des vagues est une énergie saisonnière, donc avec une production plutôt l'hiver. Donc ça peut être intéressant par rapport au chauffage, par exemple, mais finalement on s'aperçoit que c'est pas si intéressant que ça d'avoir une énergie saisonnière parce qu'on est souvent sur les côtes avec des zones touristiques et où on a une consommation qui peut être importante aussi l'été. Euh, et donc l'intérêt aussi, j'en parlerai plus tard, il y a quand même une consommation particulière au niveau des ports. Donc un deuxième enjeu, c'est la protection portuaire ou côtière. Donc on a une fonction primaire de protection. On a des ouvrages qu'il va falloir adapter dans les prochaines décennies, donc avec l'adaptation à la remontée du niveau de la mer. Et donc on se dit qu'il va y avoir des travaux dans les prochaines décennies, et donc ce sera l'occasion d'intégrer une deuxième fonction, une fonction secondaire de récupération de l'énergie des vagues. Donc c'est une contribution aussi à la transition énergétique. Donc il y a au niveau européen donc l'idée de développer le Green Port, et donc on contribue à la transition énergétique. Donc il y a eu un appel à projet Greenport récemment, et donc en fait toute solution était bien accueillie. Et donc on entre dans cette initiative plus large de la transition énergétique et du Greenport. Après il y a un intérêt pour développer aussi une filière industrielle locale, donc à la fois au niveau des systèmes, donc avec développement d'entreprises. En France, on a le groupe Legendre, par exemple, qui commence à travailler là-dessus. Donc une filière industrielle, et puis au niveau des exploitants, hein, donc le premier étant EDF. Donc il y a un intérêt aussi pour développer de nouveaux systèmes pour les exploitants en complément, par exemple, du solaire. Et puis, alors, ce qu'on souhaiterait aussi à l'issue de notre projet, c'est le démarrage d'une expérience en France. On voit que depuis plusieurs dizaines d'années, il y a des projets à l'étranger, des premiers démonstrateurs. Donc, il y avait la centrale Pico qui a été très connue, qui est un des cas les plus anciens. Mais d'autres projets également au Royaume-Uni, au Danemark, la centrale de Motrico qui est assez connue, c'est une colonne d'eau oscillante. Un essai au Brésil, à Pecém, et puis un petit projet également à Gibraltar, un autre en Israël, donc même en Afrique. Hein. Donc on imagine que dans les prochaines années, il va y avoir un démonstrateur en France. Donc la question de la caractérisation des sites donc est importante. On a par exemple une demande de la région Bretagne, donc soutenue par c'est une demande politique en fait des élus, d'analyser une vingtaine de sites sur la région Bretagne, qui sont soit avec maîtrise d'ouvrage région Bretagne, soit autre maîtrise d'ouvrage. Mais donc la région va inciter le développement de démonstrateurs en région Bretagne. Alors ce qu'on avait fait nous dans le projet, c'était même avant la demande de la région Bretagne, on avait analysé 22 sites en France. Enfin quand on dit France, c'est la partie Manche Atlantique. On avait dans un premier temps
mis à l'écart la partie méditerranéenne. Donc on s'aperçoit que finalement que c'était peut-être pas si clair que ça d'écarter la Méditerranée, car il y a un peu de ressources et ils n'ont pas de marée, ce qui est plutôt un avantage par rapport au système. Donc on a même un projet enfin, avec le Grand Port Maritime de Marseille pour caractériser le site. Donc on a caractérisé les sites en Manche Atlantique et puis on a trouvé 9 sites les plus pertinents. Donc beaucoup de sites en Bretagne et puis également des sites au Pays Basque hein, où il y a une puissance. Il y a beaucoup moins de digues, mais la puissance est plus forte sur les digues de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Alors, lorsqu'on caractérise les sites, donc on avait fait des premiers essais, on s'aperçoit que, pour nous, on pensait quand même qu'on y arriverait assez bien, mais c'est finalement pas si simple. Euh, et lorsqu'on veut caractériser une vingtaine de sites, on a eu des difficultés parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de temps. Il faut utiliser des modèles finalement assez sophistiqués pour avoir des résultats assez précis. Alors pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de digues, notamment en Bretagne, où les fonds peuvent être assez faibles à marée basse. Il y a même des digues où il n'y a même pas d'eau. Hein, lorsque les fonds sont faibles, les calculs sont compliqués parce que c'est des problématiques, c'est des processus non linéaires. Et alors on a essayé de faire des comparaisons entre la mesure et des modèles et on a eu des écarts importants. Alors déjà la puissance c'est déjà le carré de la hauteur de houle, donc ça augmente les différences, mais quand même les différences étaient quand même assez importantes. Et donc on voit qu'on a encore des incertitudes pour estimer la ressource. Et ce qui est un peu gênant pour les exploitants lorsqu'ils mettent en place leur analyse économique. Quand il y a un facteur 2 sur la ressource, ça peut être quand même un peu gênant. Alors, sur la caractérisation des sites, donc on a regardé des différentes questions comme la reconnaissance géotechnique, et puis différentes variantes. Par exemple, pour des flotteurs, on peut soit utiliser un bras articulé, soit utiliser un rail, soit mettre un rail un peu déporté venant par le haut, soit un système d'ancrage. Donc il y a beaucoup de variantes. Il y a les questions de réglementation, la question de l'impact environnemental, avec des sites qui sont parfois classés au niveau des digues. Bon, la question du raccordement électrique est finalement plutôt simple lorsqu'on est boraquet. La question du stockage électrique et puis l'autoconsommation, voir les projets locaux, notamment la région Bretagne souhaiterait utiliser cette énergie pour alimenter les navires à l'avenir électrique qui feraient les liaisons avec les îles. Alors, l'évaluation des solutions. Donc au niveau des rendements, on trouve des choses qui sont parfois un peu étonnantes. On a des rendements très élevés, par exemple pour le volet oscillant et pour le flotteur pilonnant. Alors pourquoi on a ce rendement? C'est lié à la réflexion sur la digue. Et donc on peut, notamment pour le volet oscillant, récupérer une grande partie de la puissance hydraulique parce qu'on a ce facteur de réflexion qui augmente finalement le rendement de manière théorique qui multiplie par 4. Et donc c'est la raison pour laquelle on obtient de très bons rendements. Donc ces chiffres confirment le fait que le volet oscillant est la solution la plus intéressante au niveau rendement, et suivi ensuite par le flotteur. Et alors après, ça c'est un rendement net. Après, lorsqu'on calcule le rendement global, il faut rajouter la conversion électrique, où il y a une perte. Également, lorsqu'on a des différentes machines, il y a des distances entre machines. Et donc finalement, on ne peut pas équiper complètement toute la longueur de la digue. Et donc on perd un certain pourcentage.
Et puis on peut avoir d'autres pertes par frottement, par exemple, pour le flotteur ou le volet oscillant. Alors l'analyse économique pour les 4 solutions, ça s'était mené par un travail mené par ISL. Donc on voit pour les systèmes à franchissement, les coûts principaux sont des coûts de génie civil, hein, parce qu'on construit vraiment une nouvelle structure en fait. Et donc la partie électromécanique est un peu marginale finalement. C'est la même chose pour la colonne d'eau oscillante, c'est aussi un grand projet de génie civil. Et donc le coût est principalement porté par ce poste, avec une turbine à air à ajouter. Et après, pour les 2 autres solutions, volet oscillant et flotteur, là c'est plutôt l'électromécanique qui domine au niveau des coûts. Il y a assez peu de génie civil. Et c'est également le cas pour les solutions de flotteurs pilonnants. Et donc les coûts en fait se réduisent en fait lorsqu'on fait l'analyse par mètre linéaire. On voit comme le génie civil est moins important pour les flotteurs pilonnants par exemple, qu'on gagne un facteur presque 4 par rapport au système à franchissement. Alors après, on regarde ce qu'on appelle Levelized Cost of Energy pour les 4 systèmes. Donc c'est un coût en euros par kilowattheure. Et donc on voit des différences assez importantes entre les 4 familles. Et donc on voit qu'il y a 2 solutions qui se démarquent. C'est la solution des volets oscillants et la solution des systèmes à flotteurs. Après, on essaie de comparer ces résultats par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelables. Et donc on voit qu'on est quand même bien au-dessus, en tout cas dans nos calculs, par rapport au solaire. On était au moins à peu près un facteur 10 au-dessus des coûts du solaire. Après, c'était une estimation de notre groupement où on a pris beaucoup de précautions sur les chiffres. Et donc, lorsqu'on compare nos estimations avec les estimations affichées par les entreprises, comme EcoWave Power et SynPower, qui donnent des coûts de 4 centimes le kilowattheure ou 2 centimes le kilowattheure, on voit que peut-être qu'on a été trop prudent, ou bien les entreprises sont trop optimistes. Bon, la vérité est peut-être entre les deux, euh, mais, euh, mais on voit quand même qu'on peut considérer que ces solutions de récupération de l'énergie des vagues, ça peut être une solution qu'on pourra à terme utiliser en comparaison, presque en comparaison avec le solaire. Et donc on a beaucoup d'espoir qu'il y ait un intérêt économique. Alors, et principalement plutôt en mix énergétique sur les ports avec le solaire, comme ce qui est proposé actuellement au Grand Port Maritime de Marseille. Alors pour terminer, donc quelles sont les entreprises qui viennent en France ou qui sont françaises hein, pour proposer des solutions? Donc on a EcoWave Power qui est officiellement une entreprise suédoise. En pratique, les interlocuteurs sont quand même israéliens. Mais bon, ils sont cotés à la bourse suédoise. Et donc ils proposent des flotteurs avec un bras articulé, avec 2 démonstrateurs dans le monde, hein, l'un à Gibraltar et l'autre en Israël. Et donc ils ont contacté le Grand Port Maritime de Marseille
pour un projet qui pourrait démarrer à 1 mégawatt. Ensuite, il y a Injin, qui est une entreprise sud-coréenne, mais qui va créer sans doute une filiale en Bretagne, avec un projet sur l'île de la Réunion, et puis ils cherchent un site en Bretagne. Pour l'instant, ils ont repéré Le Guilvinec et Roscoff. Sinon, il y a un projet allemand qui s'appelle SynPower, qui nous semble intéressant au niveau technique, hein, parce qu'il n'a pas de bras articulés, donc c'est plus simple par rapport à des mers amarrées, par rapport à la solution EWP. Et eux, ils ont déjà un démonstrateur en Grèce. Et puis, il y a le projet du groupe Legendre, hein, donc c'est la seule solution française aujourd'hui, alors qui est un peu différente parce que elle concerne plutôt des ouvrages neufs, donc plutôt en réhabilitation d'ouvrages anciens, et donc avec un volet oscillant à l'intérieur d'un module. Alors en conclusion, donc c'est une filière émergente, donc avec des technologies assez nouvelles en démonstration. Bon, aucune actuellement en France, mais vu les contacts qu'il y a, on imagine qu'il y aura dans quelques années des projets en France. Donc il y a des maîtres d'ouvrage intéressés. Donc il y a la région Bretagne, le Grand Port Maritime de Marseille. Nous avons eu des contacts avec le Port de Normandie. Il y a des opérateurs intéressés. Donc EDF est intéressé. Donc par exemple l'image que vous voyez, donc ça c'était à Gibraltar, mais l'équivalent en Israël, c'était un projet en groupement entre l'entreprise et EDF Renouvelable. Et donc il y a des opportunités dans les prochaines décennies avec l'adaptation des digues vieillissantes et également le besoin d'électrification des ports, donc avec l'accueil des ferries, des paquebots. Donc il y a un besoin d'électrification des ports pour des problèmes aussi de qualité de l'air. Donc avec beaucoup de problèmes de qualité de l'air, la réglementation. Donc il y a besoin d'électrification des ports et les ports n'ont pas assez, par exemple à Marseille, n'ont pas assez d'énergie venant du réseau et donc il y a besoin de produire localement. Alors les problèmes, les grands verrous, c'est qu'il y a l'absence de tarifs d'achat. Donc contrairement à d'autres filières, il y a une époque, il y a 10 ans, il y avait un tarif d'achat sur l'énergie des vals. Actuellement, il n'y en a plus. Donc actuellement, les exploitants travaillent sur le tarif de marché. On imagine qu'avec les premiers démonstrateurs, il y aura ensuite un tarif d'achat qui sera fixé par notre ministère ou par la CRE. Et puis, j'en ai parlé, la ressource est quand même mal connue. Il y a quand même une incertitude encore sur la ressource sur les digues. Donc au niveau français, mais aussi au niveau international. Voilà.